La première des choses, c'est que nous avons pensé qu'il faille d'abord reconnaître que dans notre pays, nous avons deux types de terres. Que nous avons des terres rurales, un foncier rural, et que nous avons un foncier urbain. Dès que ce distinguo est fait, Madame le directeur, les autorités traditionnelles ont pensé que le deuxième élément à considérer serait qu'on puisse ériger le village comme le premier échelon des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire, après la sous-préfecture, qu'on ait le village. À ce titre, le village aura un statut juridique. Parce que juste à ce jour, et c'est un juriste qui parle, le village n'a aucun statut juridique dans notre pays. Et c'est pour ça que les villages sont obligés soit de se constituer en comité de développement, soit en association pour rester en justice. Le village dans notre pays n'a pas de statut juridique. Et ça, les chefs ont proposé cela. Et ainsi, après qu'on ait reconnu au village un statut juridique, le troisième élément, c'est de reconnaître au village un droit de propriété sur son territoire traditionnel, c'est-à-dire sur les terres coutumières. Il faut, selon les chefs traditionnels, que les terres coutumières du village soient reconnues comme appartenant au village. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas le cas jusqu'à cet instant dans notre pays. Et pour aller plus loin, toujours dans ce sens, nous nous sommes dit qu'à travers ceci, il sera reconnu au village une propriété collective. Parce que les terres traditionnelles ne sont pas des terres qui appartiennent à un individu. Les terres au village sont collectives. Et le chef traditionnel est le gérant de ces terres. C'est-à-dire, ce n'est pas lui ces terres, mais c'est lui qui gère pour toute la communauté. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il faut d'abord reconnaître que ces terres appartiennent au village. Fut-elle du domaine national de première ou de deuxième catégorie, mais c'est des terres coutumières. Nous devons le comprendre. Tant il est vrai que même lorsqu'on croit qu'une terre n'a pas été mise en valeur dans nos villages, essayez d'aller défricher, on va vous dire attention, vous êtes en train de toucher aux terres de tel village, de telle famille, de telle communauté. Nous sommes dit. Et le quatrième élément, Madame le directeur, que les chefs ont posé sur la table par rapport à ça, c'est la reconnaissance de la validité du droit coutumier dans la gestion des terres du village. Car en fait, les terres du village, qui sont des terres coutumières, ne peuvent pas être gérées avec les dispositions légales. Les terres du village, nous le savons, sont gérées à partir de la lignée, du lignage. On dit, cette terre appartient à telle famille, cette terre appartient à telle autre. Et c'est ainsi qu'au niveau du village, même quand vous ne voyez pas de limite, nous on sait qu'ici, personne ne doit aller. Et ce sont autant d'éléments qui permettent de maintenir la paix dans le village. Et nous nous sommes dit, comme cinquième élément par rapport à ça, Madame le directeur, qu'il ne faut pas lier le droit de propriété à l'exigence de mise en valeur. Parce que pour nous, on construit la propriété sur la base du droit coutumier. C'est-à-dire, dès que vous voyez quelqu'un installé devant, tout le derrière, c'est à lui. Même si vous voyez la forêt, c'est à lui, c'est à cette famille. Donc, nous ne pouvons pas bâtir pour dire que, oh, on n'a pas construit, il n'y a pas de route, ça veut dire qu'il n'y a pas mis en valeur. Ça... Non. Surtout qu'il y a des forêts, des espaces de terre où on n'a touché aucun arbre. Mais, on sait que c'est là-bas qu'on va chasser. C'est là-bas qu'on va faire des rites. Quand vous voyez par exemple des lieux sacrés, les forêts, on ne touche pas à quelque part. Au contraire, on conserve cela. Et ne pas toucher ne veut pas dire ne pas mettre en valeur. Au contraire, la mise en valeur, c'est même la vie, le cœur du village qui se passe à ce niveau. Donc, et nous nous sommes dit, en tant que chef traditionnel, il faut clairement définir la place et le rôle du chef traditionnel dans la gestion et l'administration des terres et de ses ressources. Vous voyez pourquoi les autorités traditionnelles portent, comme on dit au village, le MINCAF devant tous les ministères, même si les autres sont jaloux. Parce que le MINCAF a respecté cette sixième préoccupation des chefs traditionnels, à savoir reconnaître clairement et définir clairement la place
et le rôle du chef traditionnel dans la gestion et l'administration des terres et de ses ressources. Et le dernier point, madame le directeur, très important pour nous, c'est que le 7e point, parce que personne n'aime les femmes autant que nous. Chacun de nous ici est polygame. Nous, au moins, on le reconnaît publiquement, madame le directeur. Et nous l'encourageons publiquement. Nous avons dit, il faut reconnaître les droits fonciers des femmes. Sans la femme, il n'y a pas de progrès. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Dans toutes nos traditions, la femme est au centre du développement. Et nous ménageons des espaces, contrairement à ce qui est pensé, pour que la femme puisse avoir accès à la terre, mieux que quiconque. La terre étant d'usage collectif, on a l'impression qu'on interdit que la femme puisse gérer, puisque la plupart des chefs sont des hommes. Mais si vous allez là où les chefs sont femmes, Dieu merci, il y en a ici dans la salle, ils vont vous dire que non, la femme est même privilégiée. En forêt, madame, vous êtes de la forêt, lorsque vous allez dans la forêt, toutes les jachères appartiennent aux femmes. Lorsque même un garçon veut faire une plantation, on dit, va dans les jachères de ta mère. Et on l'a dit, même les portions de rivière appartiennent aux femmes, Bitok. On va vous dire que cette portion de rivière appartient à telle famille. Et on a fait une expérience, madame le directeur, à partir des portions de rivière appartenant aux femmes, on a pu rétablir la généalogie des peuples pendant des siècles. Parce qu'on ne partage pas les portions de rivière. C'est là-bas qu'on garde même le totem de la famille, c'est là-bas qu'on garde le totem du clan. Personne ne peut tricher dans la portion de rivière appartenant à une famille pour la pêche à la barrière. Vous le savez autant que nous, madame le directeur. Et partons dans de ces éléments. Il faut dire que qu'est-ce qui porte ces 7 propositions que les chefs ont faites? C'est que pour le chef traditionnel, pour l'autorité traditionnelle et coutumière, la terre est un patrimoine inaliénable, incessible, permanent. Inaliénable, incessible, permanent. Pourquoi? Pour l'autorité traditionnelle que nous sommes, la terre appartient aux générations qui étaient là hier, aux générations qui sont là aujourd'hui et aux générations qui viendront. C'est comme ça que l'autorité traditionnelle gère la terre, dans cet esprit. La terre appartient à ceux qui sont déjà partis, qui étaient là hier. C'est pour ça que nous faisons des rites. Chaque fois qu'il faut dire à quelqu'un de venir construire, on dit, vous étiez là, vous nous avez laissé ce voici. Et la terre appartient à ceux qui sont là aujourd'hui. Ce n'est pas à nous. Nous sommes en train de passer. Et la terre appartient à ceux qui viendront demain. Donc, c'est cet esprit qui nous permet de gérer la terre. Et ce sont donc ces éléments, madame le directeur, qui nous amènent à dire qu'il faille voir comment impliquer les villages et les communautés dans les investissements. Parce que tout investissement qui arrive, s'il tient compte de ces éléments, madame le directeur, vous allez vous rendre compte que cet investissement doit faire de la communauté où on va le faire un actionnaire. C'est-à-dire, et nous sommes dit ici, la chose la plus simple, c'est de faire de la communauté l'actionnaire qui ait des parts des actions dans cet investissement qui vient à partir de ces terres. Pourquoi? Nous prenons l'exemple, madame le directeur, et Majesté Bala nous suit très bien. Quand vous avez vu, il y a eu le problème de Dikolo. Si pour construire Dikolo, on se dit Dikolo, c'est 4 hectares. Dans ces 4 hectares, on va construire l'hôtel pour 2 hectares. Dans ces 2 hectares, la communauté aura 0,2% des actions en permanence dans cet hôtel. Et les autres 2%, on va construire un bâtiment à niveau où toute la communauté va rester. Et le 1% sera pour la gestion. Vous comprendrez que toutes les communautés vont réclamer les investissements. Si on avait dit au port, en prenant 25 km, que ces communautés qu'on vient enlever là 25 km, qui vont changer de mode de vie, parce que c'était des pêcheurs, on les amène vivre vers la forêt, le mode de vie change, ça n'a pas de pluie. Mais si on leur disait, ce port qu'on vient construire ici, vous aurez 0,01% chaque année, vous verrez que cette communauté ne va jamais oublier cette terre et comprendra que chaque année, ils ont des compensations par rapport à ça. Donc, c'est ce que nous avons dit. Il faille impliquer les villages et les communautés dans les investissements.
Et cette implication qui implique qu'on devienne actionnaire d'investissement voudrait donc dire que dès le début, nous sommes associés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le CLIC. C'est-à-dire, nous sommes consultés librement, nous avons l'information de manière très éclairée et tout ce qu'il y a lieu de faire. Et nous participons à la dynamique, au processus tel que cela doit être fait.